Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes à Rome, dans le silence de la nuit du mercredi 13 avril 1808. Et là, au milieu de la nuit, surgissent deux carrosses qui viennent s'arrêter devant le palais Nunez, somptueux palais romain. Toute une famille va entrer dans les voitures, dans ce qui ressemble à une sorte de départ précipité. La plupart n'ont pu prendre avec eux que quelques affaires, et c'est une lettre qui amène cette famille à fuir, lettre qui est arrivée à la fin de la soirée et qui est signée Napoléon Bonaparte. Et oui, cette lettre s'adressait au petit frère de l'empereur, Lucien Bonaparte. Dès que Lucien Bonaparte a décacheté la missive, il a compris qu'il lui fallait partir pour Florence. Napoléon lui demandait de quitter la ville éternelle. Ça fait 2 mois, pour tout vous dire, que les troupes françaises, en cette année 1808, occupent Rome. Napoléon, qui possède beaucoup de différends avec son frère, ils n'ont quasiment jamais été d'accord, pour tout vous dire. Napoléon souhaite voir Lucien quitter la ville. Rien ne va plus entre ces deux-là. Lucien, déjà, avait quitté la France au début de l'année 1804. Il n'était pas du tout d'accord avec la tournure que prenait l'épopée napoléonienne. Il ne voulait pas de la dimension impériale des choses. Lucien avait énormément fait pour son frère. On peut le dire sans exagérer, Napoléon ne serait jamais parvenu au pouvoir sans Lucien. C'est lui notamment, rappelez-vous, qui dirigeait le Conseil des 500 au moment du coup d'État des 18 et 19 Brumaire. Et sans l'intervention décisive, cruciale de Lucien à ce moment-là, les journées en question auraient été un échec. Il n'y aurait pas eu de coup d'État, ou en tout cas il aurait avorté. Au début du consulat, on a vu Lucien multiplier les portefeuilles. Au départ, il était carrément ministre de l'Intérieur. Quand ça s'est un peu gâté avec son frère, on l'a envoyé en ambassade à Madrid. Et puis, pour lui permettre tranquillement de ronger son frein, il est devenu membre du tribunat et puis sénateur. Bref, toutes sortes de changements de fonction qui nous montrent à quel point il avait avec son frère des divergences de vues. Mais ce qui va attiser ce qu'on pourrait presque appeler une rancœur, et même une tenace rancœur, ce qui va l'attiser, c'est le remariage de Lucien sans l'assentiment de son frère. Napoléon n'aimait pas que les gens de son entourage se marient sans lui en parler. En l'occurrence, Lucien était veuf depuis 3 ans, et le voilà qui épouse une autre veuve, Alexandrine de Bléchamp. On est là à la fin de l'année 1803, et Napoléon n'est pas du tout d'accord avec le mariage. Il considère que le rang social de l'épouse n'est pas conforme à ce qu'il souhaite pour la famille Bonaparte dans l'Europe. Il est en train de distribuer tous les trônes d'Europe à ses frères et sœurs. Et il y a une dispute de plus, peut-être une dispute de trop entre les 2 frères, et Lucien à ce moment-là aurait lancé à Napoléon « Et toi aussi t'as épousé une veuve, seulement la mienne n'est ni vieille ni puante. » Oui, voilà, ça donne une idée des relations. Donc, à partir de 1804, Lucien n'est plus là. Il s'en va vivre avec sa famille à Rome. Vous savez que sa mère, d'ailleurs, l'avait rejoint à Rome au moment des cérémonies du sacre en décembre. C'est la raison pour laquelle elle n'a pas assisté au sacre de son fils. Lucien voit son autre frère, Jérôme, se plier aux exigences de son frère, puisque lui va divorcer et se remarier conformément aux souhaits impériaux du nouvel empereur. Louis Bonaparte, le roi de Hollande, également va subir les foudres de son frère, et il décide finalement d'abandonner son trône. Voici ce que nous dit Cédric Lewandowski dans une belle biographie qui s'intitule « Lucien Bonaparte, le prince républicain ». C'est paru aux éditions Passé Composé. Tandis que Louis, épuisé par les réprimandes incessantes de Napoléon, abdique son royaume de Hollande, Lucien organise son départ d'Europe. Au fond, tous les deux sont victimes du même sentiment de toute puissance de leur frère qui impose sa loi absolue au sien. Dans les 2 cas, Napoléon se heurte à des hommes qui ont une existence propre et refusent une forme d'obéissance d'un autre temps que celui qui s'est autoproclamé chef de famille souhaite leur infliger. L'échec est patent. Par ses exigences démesurées, Napoléon se prive d'alliés naturels. Aujourd'hui, Lucien et Louis. Demain, dans une moindre mesure, son grand frère Joseph et sa sœur Caroline. Et on peut dire que peu à peu, Napoléon est en train de se mettre à dos tous les membres du clan Bonaparte. Franck Ferrand sur Radio Classique. Donc Lucien ne supporte plus cette espèce d'autoritarisme de son frère et il prépare son départ d'Europe pour les États-Unis.
Au début de l'année 1810, pour disposer d'assez d'argent, il va vendre une grande partie de ses tableaux, ses chevaux, des voitures magnifiques. Il place en gage ses propriétés, les bijoux de son épouse. Napoléon est évidemment au courant des préparatifs de son frère, ça ne peut pas passer tellement inaperçu, toutes ces ventes. Il lui retire ses passeports et il le raie définitivement de la liste des sénateurs. Ça, le but, c'est de le priver de ses revenus réguliers. Seulement, Lucien n'a pas l'intention de quémander à son frère un départ dont il estime qu'il est encore le seul maître. Et maintenant, il se dit que s'il attend encore un peu, il va être mis aux arrêts. Le temps presse, il faut hâter ce départ. Voilà pourquoi il demande au roi de Naples, à Murat, qui lui aussi à ce moment-là est en froid avec Napoléon, il demande à Murat de lui accorder un navire pour les États-Unis. Murat met à sa disposition un navire américain qui s'appelle l'Hercules. On est le 8 août 1810 au moment où Lucien embarque avec Alexandrine et leurs 7 enfants pour ce continent américain. La destination, on a mis le cap sur Philadelphie. Alors le navire appareille et Lucien peut enfin souffler en regardant les côtes italiennes s'éloigner. Dans son ouvrage bien connu, La saga des Bonaparte, voici ce qu'écrit Pierre Brandat, que je salue toujours avec plaisir. Le matin du 2e jour à bord, d'inquiétants nuages noirs peuplaient l'horizon. Une puissante houle se leva soudain et fit dangereusement tanguer la coque du navire. Tandis qu'au dehors, la tempête faisait rage, les mines étaient blanches dans les cabines. Épouvantés, les enfants de Lucien allumèrent des bougies et se mirent à prier. L'inquiétude était à son comble quand, affolé, Lucien ordonna au capitaine West de faire route vers le port le plus proche en Sardaigne. Mais l'Américain, pour qui ce coup de tabac n'avait rien d'exceptionnel, secoua la tête, craignant de voir son navire mis sous séquestre par les Anglais qui contrôlaient la grande île. Devant son refus, Lucien insista de plus belle et l'assura d'un coquet dédommagement au cas où les autorités portuaires viendraient à saisir son navire. Rassuré, West mit donc le cap vers l'ouest, en direction de la Sardaigne. Lucien ignore que, en donnant les ordres qu'il vient de donner, il vient de sceller son destin pour les prochaines années. Vous écoutez Radio Classique. Donc voilà la petite famille de Lucien Bonaparte en route pour la Sardaigne. La traversée avait l'air vraiment trop dangereuse, la mer était trop mauvaise. Et quand ils arrivent au port de Cagliari, Lucien ne s'inquiète pas de rentrer dans un port qui, militairement, est contrôlé par les Anglais. Il était convaincu que les Anglais allaient le laisser repartir, puisque lui aussi partageait leur haine de Napoléon. Lui aussi, maintenant, était devenu un adversaire de l'Empire français. Le navire américain demande la permission de débarquer, mais, première surprise, la permission en question est refusée. Alors Lucien prend sa plus belle plume et adresse à l'ambassadeur britannique une belle lettre. Seulement, l'ambassadeur répond qu'il est interdit à la famille désormais de quitter la rade de Cagliari. Et là, Lucien commence à sentir sa gorge se serrer un peu. Il ne va pas tarder à comprendre ce qui lui arrive puisqu'il reçoit une 2e lettre lui conseillant de se constituer tout de suite prisonnier, sans quoi la croisière anglaise s'en chargerait en pleine mer. Et évidemment, elle le ferait avec beaucoup de moins de délicatesse. Lucien est assez sidéré. Il pense qu'il s'agit là d'une perfidie de l'Angleterre. On est habitué, vous me direz, dans l'histoire de l'Europe. « Je vous prie de dire à votre maître, écrit-il, qu'une conduite aussi barbare trouvera, j'espère, des vengeurs. Je pars dans 1 heure et le coup de canon de la frégate anglaise qui annoncera ma prise pourra coûter cher à vous tous. » Oui, enfin, en attendant, il est bien obligé de se rendre compte d'une chose, Lucien Bonaparte, c'est qu'il est fait comme un rat. Le voilà coincé dans le piège, il n'y a plus moyen de quitter l'Italie, je cite de nouveau Pierre Brandat. N'ayant d'autre choix que de se rendre, le frère de l'empereur fut transporté à bord du bâtiment anglais où il fut accueilli avec tous les égards. Désormais prisonnier de l'Angleterre, il allait être conduit à Malte sous bonne escorte. Bravache, un brin fanfaron, il répétait à qui voulait l'entendre qu'il préférait encore vivre sous pavillon anglais que de subir le gouvernement de son frère. Au Corse piétri, il jure un brin grandiloquent que l'exil et la mort sont préférables au déshonneur. On croirait une tragédie antique, dit Pierre Brandat. Pour les Anglais, la capture de Lucien était à l'évidence inespérée et il saurait l'exploiter politiquement. La fuite d'un Bonaparte apportait de l'eau au moulin des détracteurs de l'Empire. Si le propre frère de l'empereur mettait sa vie en péril pour échapper à son emprise, sa tyrannie n'était plus à démontrer.
Bah, d'ailleurs, c'est pas entièrement faux comme raisonnement. Et quand Napoléon apprend que son frère est tombé dans le piège anglais, alors là, il éclate d'une de ces colères homériques bien connues. Décidément, seul Lucien n'est qu'un bon à rien. Et de leur côté, les Anglais sont très courtois avec le prisonnier. On organise une fête en l'honneur de la famille de Lucien sur le navire qui emmène tout ce petit monde à Malte, avec un feu d'artifice pour les enfants. Oui, oui, tout se passe très bien. De son côté, Lucien espère toujours qu'une fois son cas étudié, les Anglais lui permettront de partir pour les États-Unis. Il a encore de l'espoir, seulement les Britanniques ne savent pas s'il s'agit d'un piège. Et après tout, si Lucien était envoyé aux États-Unis pour convaincre le Nouveau Monde de s'engager militairement contre l'Angleterre, ils ont eu, dans des périodes pas si lointaines, les Anglais à se plaindre du double jeu français. Bref, les Anglais placent Lucien et sa famille en quarantaine. Ils sont au fort Ricasoli. À la fin de cette quarantaine, on va coller la famille en résidence surveillée. La demeure est belle, mais ça n'en est pas moins une espèce de prison. Et c'est là que Lucien apprend que les autorités de Londres refusent son départ pour les États-Unis. Elles estiment impossible de savoir quelles sont ses véritables intentions et préfèrent ne pas prendre le risque. C'est donc désormais en Angleterre, je dis bien, que la famille va résider. Voilà pourquoi le 17 novembre 1810, les Bonaparte de la famille Lucien quittent Malte pour l'Angleterre. Pendant le voyage, Lucien entretient de bonnes relations avec ses officiers britanniques avec lesquels il joue au backgammon. Cédric Lewandowski écrit « Après un petit mois de voyage, le 13 décembre, le navire jette l'ancre dans la passe de Plymouth. Lucien Bonaparte et sa famille sont accueillis par une grande foule impatiente de découvrir le visage du frère de l'ogre et de célébrer la noble vertu de l'exilé face à la cruauté de l'empereur. Il est acclamé et tous les journaux britanniques saluent son courage. Sans doute Lucien pense-t-il alors quelques instants tenir sa revanche, mais il est trop lucide pour oublier qu'il est un prisonnier prestigieux, certes, mais prisonnier tout de même. Et après une semaine à Plymouth, où la famille Bonaparte est évidemment le centre d'intérêt, le lieu vers lequel convergent tous les regards, Lucien décide de s'installer à la frontière de l'Angleterre et du pays de Galles, au château de Thorngrove, qu'il achète pour la coquette somme de 9000 livres. Entre parenthèses, vous voyez quelle était quand même l'immense fortune de Lucien Bonaparte. Et là, c'est l'ennui de la campagne anglaise. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On va mener la vie d'un gentilhomme campagnard, en fréquentant l'aristocratie locale, en faisant des petites soirées. Lucien n'en est pas moins espionné par les Anglais, mais aussi par un certain nombre d'agents français qui se sont installés dans les environs. Napoléon en veut à son frère, il lui en veut énormément, il l'épie littéralement, il veut s'assurer que Lucien ne le trahira pas d'une nouvelle façon. Il est littéralement rayé de l'almanach impérial de 1811 et des années suivantes. Vous imaginez, il est vraiment devenu un proscrit. Il faut faire comme si Lucien n'avait jamais existé, avec la saisie de l'ensemble de ses biens en France, enfin sur le territoire de l'Empire. Pour tromper l'ennui, Lucien se passionne pour l'astronomie. Il va dans son parc faire bâtir un petit observatoire. Ça, c'est ce qu'on fait quand ça commence à pas aller très bien quand même. Lucien va s'adonner à l'écriture également, achevant la rédaction d'un poème épique qu'il avait commencé à Rome, qui s'appelle Charlemagne, 24 chants, plus de 4000 vers pour faire l'apologie d'un empereur qui avait su unir la chrétienté avec le pape. Suivez mon regard. Lucien publie ce texte au moment même où Picette, qui est un de ses proches, si j'en puis dire, enfin dont il est proche, si l'on veut respecter le protocole, au moment où le pape Picette est prisonnier à Fontainebleau. Je vous racontais ça l'autre jour. La critique, évidemment, n'est jamais loin dans le texte de Lucien Bonaparte. Elle est présente et ça, Napoléon ne peut bien sûr pas le pardonner. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ah, on peut s'ennuyer en Angleterre. C'est un ennui assez charmant, me direz-vous, mais c'est un ennui bien ferme qui a littéralement pris Lucien Bonaparte à la gorge. Lui ne rêve que de traverser l'Atlantique et de s'en aller aux États-Unis. Il essaie de se montrer tout à fait convenable avec les Anglais pour qu'il n'ait pas à se plaindre de lui. Il va éditer son Charlemagne, qui reçoit d'ailleurs dans la presse anglaise des échos plutôt flatteurs. Sa femme également entreprend d'écrire, je cite Cédric Lewandowski de nouveau, sans doute portée par l'élan de son mari, Alexandrine s'essaie à son tour à l'art d'écrire en composant un long poème, Bathilde, reine des Francs, mais
Mais un des espions qui gravitent dans la résidence des Luciens s'empresse de faire connaître à Paris l'œuvre d'Alexandrine. Immédiatement, le ministre de la Police charge une inconnue d'écrire sur le même thème et c'est ainsi qu'un roman intitulé Bathilde, reine des Francs, est publié en un temps record. Alexandrine, au risque d'être accusée de plagiat, doit donc ranger son travail littéraire au rayon des projets en attendant des heures plus favorables. Ah, c'est incroyable, hein, l'activité à laquelle peuvent se livrer tous les agents qui, dans l'entourage de l'empereur, essaient de tenir la situation. Napoléon veut faire disparaître, je vous l'ai dit, tout ce qui peut faire penser à son frère Lucien. Et cependant, alors que l'Empire commence à faire eau de toutes parts, on est à partir de 1812 là, Lucien envoie un courrier à son frère dans un élan de tendresse pour lui témoigner du regret de ne pas être à ses côtés. La duchesse d'Abrantès dit avoir aperçu Napoléon ému à la lecture de cette lettre. Après tout, c'est son frère, le frère qui lui avait tellement ouvert les portes du pouvoir, le chemin en tout cas du pouvoir, qui adresse cette missive. Il ne répondra pas pour autant. La fin de l'Empire en avril-mai 14 témoigne évidemment d'une espèce, pour la plupart des membres de la famille Bonaparte, d'une espèce de libération, il faut bien le dire. Et Lucien, pour autant, n'a pas l'intention de rentrer en France. Enfin, s'il en avait l'intention, il ne pourrait pas le faire puisque toute la famille reste bannie. C'est à Rome, donc, qu'il décide de se rendre. Son amitié pour le pape Pie VII, les attachements qu'il a dans la ville éternelle, tout ça fait qu'il n'a pas eu à réfléchir bien longtemps. Et puis, après tout, son frère est pas très loin. Il est là, à l'île d'Elbe. Et c'est ainsi que, le 27 mai 1814, Lucien et sa famille parviennent à Rome. Ça faisait 4 ans qu'ils étaient retenus en Angleterre. Les retrouvailles avec le pape sont chaleureuses. Sa sainteté reçoit même la famille dès son arrivée et fait de Lucien Bonaparte le prince de Canino. Ironie de l'histoire, ce frère d'un empereur extrêmement puissant reçoit son premier titre d'un pape. Et un pape qui a en plus été le prisonnier de son frère. Bon, ça fait partie de toutes les ironies d'une époque qui en était extrêmement féconde. Mais surtout, on voit Lucien recouvrer sa liberté. Il vit maintenant à Rome, paisiblement, en tout cas jusqu'à la lettre qui est datée du 1er mars 1815. Franck Ferrand sur Radio Classique. Elle est signée de sa mère, la lettre en question. Elle précise « Napoléon vient de partir d'ici avec sa troupe, mais j'ignore pour quel endroit. J'en partirai moi-même dans 3 jours si le temps est favorable. » Lucien n'en croit vraiment même pas ses yeux. Ainsi, son frère a quitté l'île d'Elbe, il est en train de repartir vers la France. Ce frère qui avait été si dur avec lui, avec qui tout avait été si compliqué qu'il n'avait pas vu depuis 8 ans. Aussi étonnant que ça puisse paraître, Lucien se dit que là, sa place est à ses côtés. Il faut qu'il rentre en France. Alors qu'il possédait tout à Rome, il décide de tout abandonner. Sa famille va quand même rester à Rome. Mais lui, avec un ami, le voilà qui traverse les Alpes à dos de mulet, qui arrive au début du mois de mai à Paris. Toute la famille Bonaparte est réunie, sauf Louis. Louis n'a pas l'intention de rentrer du tout. L'empereur accueille Lucien, il l'embrasse, il lui donne le grand cordon de la Légion d'honneur en s'excusant « Il est honteux pour moi que vous ne l'ayez point », dit-il. Lucien retrouve donc une place, il est fait prince français, ce qui, entre parenthèses, nous donne une idée de ce qu'aurait peut-être pu devenir la restauration impériale si les 100 jours en avaient duré 1000 ou plus. Lucien est élu député de l'Isère, il siège dans la Chambre des représentants, il assiste très vite à la chute de ce régime trop éphémère, avec la bataille de Waterloo, bien entendu, et jusqu'au bout, comme député, il tente de défendre le régime, sans succès. Le 25 juin 1815, on est donc une semaine après Waterloo, quand les frères Bonaparte se quittent, ils promettent de se retrouver en Amérique. Seulement, vous savez que Napoléon ne pourra pas aller en Amérique, puisque comme son frère Lucien 4 ans plus tôt, il va tomber aux mains des Anglais. Lucien est rapidement autorisé à gagner Rome pour rejoindre sa famille. Le pape lui pardonne une fois de plus cet écart qu'il vient de commettre et il va retrouver sa place et son rang dans la ville éternelle. Toute la famille Bonaparte, d'ailleurs, vient vivre sa disgrâce, vient vivre son exil à Rome. Jamais Lucien, je dis bien jamais Lucien, ne pourra rentrer en France. Il va mourir à Viterbe, pas très loin de Rome, donc en 1840, à l'âge de 65 ans.
Vous écoutez Radio Classique.